Michel Mansigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes biochimiste, docteur ès-sciences et professeur émérite des universités, et par ailleurs membre titulaire de l'Académie d'Orléans. Je veux dire non pas l'Académie d'Orléans-Tours, mais l'Académie d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans. C'est dans le cadre de l'Académie, justement, que vous avez cet automne donné au Muséum une conférence publique sur un problème on ne peut plus actuel, puisqu'il s'agit des découvertes sur les cellules souches et de l'espoir d'une médecine personnalisée, à la carte, qu'elles font naître. À nous peut-être un jour l'éternelle jeunesse. Les recherches dans ce domaine avancent à grands pas. Des recherches qu'est venu couronner il y a peu le prix Nobel de physiologie ou médecine 2012, attribué conjointement à deux spécialistes de la question, les docteurs John Gurdon de l'université de Cambridge en Grande-Bretagne et Shinya Yamanaka de Kyoto au Japon. Même si le champ de l'inconnu reste immense, nous pénétrons toujours plus avant la compréhension des mécanismes qui régissent la vie de nos cellules. En exergue à votre communication au muséum, vous nous aviez présenté Prométhée, dérobant aux dieux le feu, symbole du pouvoir et de la connaissance. L'histoire, on le sait, se termina mal pour lui. On ne se mesure pas en vain au Créateur. Mais qu'en sera-t-il pour nous ? Pour reprendre le titre que vous aviez donné à votre conférence, les cellules souches et la médecine personnalisée, est-ce là un espoir ou une illusion ? Notre quête peut-elle, notre quête doit-elle être sans limite ? Alors, tout d'abord, les cellules proprement dites, nous croyons savoir à peu près ce que c'est, mais pourriez-vous nous expliquer aux profanes que nous sommes, ce que sont ces cellules souches par rapport aux cellules proprement dites ? Les cellules souches sont des cellules qui ont un potentiel de division et de différenciation remarquable. Les cellules souches, fondamentalement, se trouvent au niveau de l'embryon. Ce sont les cellules totipotentes, mais elles se trouvent aussi dans tous les tissus, y compris dans le tissu nerveux, y compris dans la peau. Ce sont des cellules qui sont en réserve et qui vont pouvoir remplacer, réparer éventuellement des cellules qui sont déficientes ou qui sont éliminées. Autrement dit, totipotentes, c'est-à-dire ce sont des cellules qui peuvent, a priori, tout faire. Les cellules totipotentes, ce sont les cellules qui, dans l'embryon initial, sont capables à elles seules, si on les isole, de faire autant d'êtres vivants, donc de bébés en l'occurrence, qu'il y a de cellules séparées. Elles ont donc la capacité de former un organisme entier. Il faut distinguer les cellules totipotentes de l'embryon avec les cellules pluripotentes qui sont déjà engagées dans une différenciation, c'est-à-dire qu'elles ont déjà perdu leur totipotence et elles ne pourront donner que certains types tissulaires. Elles ont éliminé certaines possibilités. C'est exact. Elles ont éliminé des possibilités et ceci est dû à des phénomènes épigénétiques dont on reparlera tout à l'heure, c'est-à-dire que les gènes, les 23 000 gènes que nous avons dans chacune de nos cellules sont là, évidemment, dans toutes nos cellules, mais il y a presque entre 15 et 20 000 gènes qui sont éteints à un moment donné pour une différenciation donnée. Et ces gènes pourront être ou non activés. Pour activer ces gènes, il faudra qu'il y ait des facteurs qui vont enlever une sorte de gang qui interdit à certains gènes de s'exprimer. D'accord. Une cellule totipotente a un certain nombre de gènes qui sont éteints, mais d'autres qui sont allumés, c'est-à-dire que les protéines peuvent être formées. Dans une cellule pluripotente, il y a d'autres gènes qui sont éteints et d'autres gènes qui sont allumés. Alors les pluripotentes, ce sont encore des cellules souches. Ce sont des cellules souches. Et c'est dans la lignée des cellules souches, c'est la deuxième étape. Mais après cela, on a des cellules qui sont encore plus différenciées que les cellules pluripotentes et qui peuvent donner des tissus en nombre limité que l'on appelle les cellules multipotentes. Autrement dit, ça se réduit au fur et à mesure que ça avance. Ça se réduit. C'est un petit peu comme si on remontait un fleuve vers la source. Et ensuite, les cellules multipotentes vont continuer à se multiplier et à se différencier pour donner des cellules unipotentes, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de donner seulement un type de cellule dans un type de tissu. Donc elles n'existent que dans un seul tissu et elles ne peuvent plus rien faire d'autre. Elles ne peuvent plus rien faire d'autre, sauf si, on va le voir tout à l'heure, on fait de la marche arrière, de la rétro-différenciation. Mais ça, ce sera dans un deuxième temps. D'accord. Et alors, comment les obtient-on, ces cellules ?
ces cellules souches? Vous nous avez dit qu'on en avait certaines dans notre organisme, enfin on en a encore, on Oui. en a beaucoup, mais comment obtient-on Alors, les cellules souches dont on parle en médecine, par exemple? Les cellules souches embryonnaires, on les obtient à partir d'une fécondation in vitro, en laissant l'œuf se développer jusqu'à un stade que l'on appelle blastocyte, qui est déjà une sorte d'embryon différencié, avec des tissus déjà en position. Et on peut isoler les cellules à l'intérieur de cet embryon, les mettre en culture, et on a des cellules pluripotentes embryonnaires. Mais on peut aussi récupérer les cellules souches à partir de tissus tels que la peau ou le tissu adipeux ou le cordon ombilical. Et il y a dans tous les tissus un certain nombre de cellules souches. Pour récupérer les cellules souches, il faut éventuellement dissocier le tissu, ou si les cellules sont libres, on récupère les cellules et on les marque avec des éléments, des anticorps spécifiques qui permettent de trier les cellules, et donc on peut isoler les cellules souches à partir de pratiquement n'importe quel organe. Ouais. Et les cellules les plus commodes pour vous travailler sur toutes les cellules souches, enfin aussi bien pluripotentes, totipotentes, vous travaillez sur toutes ces cellules-là? On peut travailler sur ces cellules-là, mais il est quand même très difficile d'obtenir une quantité importante de cellules souches embryonnaires parce qu'il faut partir des embryons. Mais il est aussi très difficile d'obtenir des cellules souches des tissus parce que des cellules souches dans les tissus, il n'y en a pas beaucoup. D'où l'intérêt de faire de la rétrodifférenciation, c'est-à-dire de prendre des cellules qui sont déjà différenciées et de les faire revenir vers la pluripotence. Et on est capable de faire ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi M. Yamanaka a obtenu le prix Nobel l'année dernière. C'est justement la mise au point d'un système qui permet de faire de la rétrodiférénciation. Donc de remonter à la cellule pluripotente. Pas à la cellule totipotente. Oui. Pas encore. Oui, pas à l'original, en fait. Pas à l'original, non, absolument. Oui. Je voudrais insister un tout petit peu sur le fait que les cellules souches que l'on peut isoler des tissus sont déjà dans un certain état de différenciation. Et on peut donc, à partir de là, les mettre en culture et obtenir des cellules qui forment le tissu pour lequel elles étaient programmées. Mais on peut aussi les faire revenir en arrière et les faire donc devenir pluripotentes. Et ce retour en arrière est cependant limité, c'est-à-dire il n'est pas parfait. En effet, c'est un problème d'épigénèse, c'est-à-dire que en les faisant revenir en arrière, on éteint un certain nombre de gènes en mettant une sorte de gang sur ces gènes et on ouvre la possibilité à d'autres gènes de s'exprimer. Et les cellules pluripotentes que l'on obtient de cette façon, que Yamanaka a obtenu et que d'autres ont obtenu, eh bien, ne sont pas identiques aux cellules pluripotentes de l'embryon en cours de développement. Ça peut être risqué, ça. Et voilà, et là, c'est l'un des problèmes majeurs de cette approche qui est plein d'espoir, mais qui a aussi ses limites, et en particulier à cause de l'épigénèse. D'accord. D'entendre l'ouverture des créatures de Prométhée de Ludwig van Beethoven. L'ouverture de Prométhée, parce que justement nous recevons Michel Monsigny, biochimiste et professeur des universités, qui nous parle des cellules souches et des découvertes fabuleuses que la science fait en ce moment sur ces cellules dont vous venez de nous parler. Et je voudrais maintenant vous demander quelles sont les perspectives que cela ouvre pour la médecine. Alors, les cellules souches présente un avantage considérable parce que on peut espérer
régénérer des tissus, voire des organes, avec les cellules du patient. Et donc, lorsque l'on fait une greffe actuellement avec des organes provenant d'un autre patient ou d'un autre donneur, on a des problèmes de rejet. Il y a deux types de problèmes. Le rejet du greffon ou la réaction du greffon contre l'autre, c'est-à-dire le greffon qui induit le système immunitaire de l'hôte pour, disons, détruire cet hôte. Quand vous dites hôte, c'est-à-dire celui qui reçoit le greffon. Absolument. Le récepteur de greffon. Le récepteur du greffon. Donc il fait il se détruit lui-même. C'est ça, il détruit, l'hôte est détruit, enfin, est induit à se détruire, à s'auto-détruire par le greffon lui-même. Oui. Voilà. Alors, ici, avec les cellules souches, on peut espérer effectivement, lorsqu'on sera tout à fait au point, réinjecter les cellules chez le même individu, après les avoir modifiés génétiquement parlant, par exemple, ou on peut faire des tissus, et ça se fait d'ailleurs avec la peau, les grands brûlés, on reçoit de la peau qui est développée in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, et qui est remise sur la plaie. C'est leur propre peau. Donc il n'y a pas de rejet là. C'est un phénomène naturel, quand on se cicatrise lui-même. Oui, c'est ça, sauf que dans le cas des grands brûlés, on multiplie les cellules de façon à refaire de la peau. Oui, mais là, on pourrait le faire effectivement pour n'importe quel tissu, n'importe quel organe. Oui. Et donc, on n'aurait plus à craindre les problèmes de rejet, le greffe cardiaque, etc., même le rein. Il y a des problèmes de rejet. Là, on n'aura plus de rejet puisque ce sont les cellules ou les tissus ou les organes, demain, du patient lui-même. Oui. Donc là, les perspectives sont grandioses. Sauf que on n'en est pas là. Mais on n'en est pas là parce que c'est un espoir lointain. C'est un espoir lointain et peut-être même illusoire. Bon, tout à l'heure j'ai parlé d'épigénèse et les problèmes d'épigénèse sont considérables. Alors il y a récemment eu des expériences qui ont été faites chez l'animal et qui ont montré que l'induction de cellules pluripotentes de façon massive conduit à des désastres, à la mort de l'animal. L'induction, c'est-à-dire lui mettre... C'est-à-dire que les auteurs ont mis au point un système qui permet effectivement de transformer des cellules normales de l'individu en cellules pluripotentes in vivo, donc sans isoler. Oui. Et alors, cette expérience est extrêmement intéressante du point de vue du potentiel parce que effectivement, les cellules pluripotentes formées in vivo sont presque totipotentes. Oui, et donc on est prêt, on n'est pas loin de Prométhée là. Oui, on n'est pas loin. On est tout près. On a presque tout compris. Sauf que les animaux ont développé des tératomes, c'est-à-dire que des tissus monstrueux. Les tératomes, oui, sont des monstres, des organes monstrueux en fait. Des organes monstrueux. Oui. Et ça, c'est quelque chose de catastrophique. On ne peut pas faire ça sur l'homme. Et ce que l'on peut craindre, c'est que même les cellules souches humaines que l'on cultive, que l'on dédifférencie pour redifférencier, pour donner de nouveaux tissus, eh bien, peuvent, parce qu'on ne maîtrise pas bien ce phénomène épigénétique, et eh bien, on peut effectivement provoquer des tératomes. C'est pourquoi il est important que des essais cliniques soient mis au point, de façon à voir dans quelles conditions on peut ou dans quelles conditions on ne peut pas utiliser. Des essais cliniques, c'est-à-dire sur des êtres humains. Absolument. Oui. Le dernier recensement, octobre 2013, montre 4781 essais cliniques en cours. Ah oui, en effet, c'est beaucoup. À partir de cellules souches diverses, les cellules souches induites d'abord, les cellules souches du mésenchyme, du cordon ombilical, du tissu adipeux, et un tout petit peu, quelques-uns, 27, à partir de cellules embryonnaires. Mais en Angleterre et en Italie, il y a eu des essais sur l'homme, thérapeutiques, avant même d'avoir fini les essais cliniques. Qui a provoqué... C'est un grand risque. C'est absolument scandaleux. Ce qui a provoqué une levée de bouclier. Et il y a 2 ou 3 jours, le gouvernement italien a interdit de poursuivre ces expériences en Italie. Les auteurs sont partis en Chine pour les faire. Ah oui, d'accord. Mais en France, on n'en est pas là. À ma connaissance, non. Je pense que les lois françaises sont très strictes. Que disent-elles, les lois françaises ? Comment ? Que disent-elles, les lois françaises ? Qu'a-t-on le droit de faire ? Eh bien, il est interdit d'appliquer une thérapie si elle n'est pas
acceptés par les instances de décision. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui de traiter un patient avec des cellules souches dans la mesure où les essais cliniques ne sont pas terminés. Et donc, ceci est strictement impossible. Et le médecin qui s'amuserait à ce genre de plaisanterie, eh bien, se retrouverait dans de très grandes difficultés. Donc, ça, nous n'avons pas à craindre ce genre de problème. Donc en fait, ça pourrait marcher éventuellement pour tous les tissus malades. A priori, oui. A priori, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas dédifférencier, redifférencier. Oculaire, le pancréas, par exemple, remplacer un pancréas malade pour le cancer du pancréas, par exemple, mais aussi remplacer les îlots de Langerhans, les cellules qui forment le diabète, qui fabriquent le diabète. Et les diabètes de type 1, eh bien, ces cellules ne sont plus capables de faire ça. Donc, ceux qui sont insulinodépendants, c'est ça? Absolument. Oui. C'est pas le diabète qui vient de... c'est pas le diabète gras. Non, c'est ça. Oui, je comprends. Donc, dans ce cas-là, il y a de nombreux essais qui sont faits pour essayer de mettre au point des cellules du pancréas que l'on pourrait réinjecter au patient et donc le guérir, parce que le diabète 1, c'est une maladie enfantine qui est définitive. Hein, mais il y a aussi des essais cliniques, par exemple, sur la maladie de Crohn, c'est-à-dire l'intestin qui est autodigéré par le système humain. C'est quelque chose d'épouvantable. Eh bien, là, il y a 35 essais sur la maladie de Crohn. Et l'espoir peut être réalisé à quel terme? Alors là, je ne suis pas Madame Soleil, donc c'est un phénomène lent, parce qu'il y a plusieurs phases des essais cliniques, et il y a des essais cliniques qui... Oui, absolument. Pour que ce soit fait, bien sûr. Il faut... C'est ce qu'on appelle en fait la médecine personnalisée. Bien, c'est forcément une médecine personnalisée, puisque c'est une médecine qui est faite avec les cellules du patient. Donc c'est vraiment la médecine personnalisée. C'est au sens noble du terme. Ce n'est pas une médecine adaptée à un patient, c'est une médecine du patient. D'accord. C'est fabuleux là aussi. C'est absolument fabuleux. Vous êtes sur RCF Loiret. Dans l'émission Croire aujourd'hui, nous recevons Michel Monsigny, biochimiste, professeur des universités, qui nous parle des cellules souches. Et nous écoutions le chœur numéro 28 de la création de Hind. Michel Monsigny, vous venez de nous expliquer toutes les possibilités, tous les espoirs que suscitaient les travaux en cours sur les cellules souches et en même temps les dangers que cela pouvait induire, par exemple la création d'organes monstrueux. Quels sont il y a des problèmes éthiques qui se posent dans ces travaux sur les cellules souches et finalement sur l'homme. Comment les lois sont-elles prises? Comment sont-ils traités, ces problèmes éthiques? On ne peut pas être apprenti sorcier, enfin... Oui, on en est effectivement là. Et vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu Dolly qui est né par un transfert de noyaux. Oui. Et il y a des Coréens qui ont prétendu avoir fait la même chose celle-là, mais avoir créé des êtres humains par des clones par transfert nucléaire. Donc ça, c'est un simple exemple du dérapage que l'on peut imaginer. On est dans l'état actuel des choses, on est en mesure de maîtriser, en partie au moins, tous les processus de la vie. Et donc, on est en mesure de changer les gènes des spermatozoïdes, par exemple, pour essayer d'améliorer la race humaine.
On est Oui, capable. donc en fait, oui, si on est dans l'eugénisme. On est dans l'eugénisme. C'est le risque. C'est un risque. C'est un risque. C'est un risque. On n'est pas, mais ça pourrait être. Voilà. C'est Oui. pourquoi il est important qu'il y ait une législation très claire. Alors, la législation française n'a pas beaucoup évolué depuis la loi Leonetti. Avant, la recherche sur l'embryon était interdite, sauf dérogation. Maintenant, elle est autorisée, mais très encadrée. Donc, il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous. Oui. C'est indispensable qu'il y ait des garde-fous parce que il y a des risques de dérapage considérables. Il y a aussi des possibilités qui peuvent poser problème. Par exemple, l'une des raisons pour lesquelles nous vieillissons est que nous perdons nos cellules souches dans nos tissus. Et donc l'idée folle serait effectivement de remplacer les cellules souches par des cellules souches nouvelles qui pourraient donc donner une certaine jouvence. Donc, c'est Faust, quoi. C'est la fontaine de jouvence. Là, c'est plus Prométhée, c'est Faust. Oui. Voilà. Sauf que, on peut effectivement amener quelques cellules, mais il ne faut pas oublier que 1 centimètre cube, 1 gramme de tissu contient 1 milliard de cellules et qu'on ne va pas remplacer toutes les cellules de l'organisme. Et donc, les cellules qui sont déjà vieilles, qui sont sur place, eh bien, elles resteront vieilles. Donc ce point-là, il n'y a pas d'espoir. De ce côté-là, non, pas trop. Alors, maintenant, il est possible aussi d'imaginer, et ça se fait déjà, le tri des embryons. Et à partir de là, on peut effectivement imaginer prendre des cellules totipotentes, les vérifier qu'elles ont les caractéristiques ad hoc et implanter chez une femme, disons préparée, les cellules que l'on a choisies et donc les embryons que l'on a choisis. Donc là, on est aussi dans un cas d'eugénisme. On ne sait plus un problème de transfert de noyaux, mais c'est la capacité. Ça peut déraper sur l'eugénisme. Alors, il y a un certain nombre de problèmes aussi, en particulier du point de vue religieux, c'est que pour certaines religions, donc comme la religion catholique, l'embryon est quelque chose qui est déjà un corps humain en devenir, et donc il y a une réticence nette de certains chercheurs, en tout cas catholiques, de travailler sur les embryons, même dans un système encadré. Donc ça. Et le Comité national d'éthique Alors le Comité national d'éthique, assez curieusement, a été modifié il y a quelques semaines, là, très peu. Le nouveau ont été éliminés. Le rabbin, le théologien catholique et le pasteur protestant. Et les 3/4 des membres ont été éliminés et remplacés par des personnalités très marquées du point de vue idéologique et du point de vue politique. D'accord. Et donc, on peut s'attendre d'ailleurs à ce que le comité, ce comité consultatif national d'éthique, début 2014, se repenche sur les problèmes qui nous intéressent aujourd'hui, en particulier dans le but de voir jusqu'où on peut aller pour la fécondation in vitro, pour les couples, pour les duos homosexuels, lesbiens ou gays. Alors, je vais vous poser une dernière question. Quel sentiment le chercheur que vous êtes ressent-il, enfin, excusez-moi pour le doublon, mais que ressentez-vous en tant que chercheur face à aux infinies découvertes sur lesquelles vous travaillez et puis sur cette multitude de possibilités qui sont là, latentes dans la création? Alors, face à votre travail, quel est votre sentiment? Le biochimiste que je suis a conscience que nous vivons dans une période absolument extraordinaire parce qu'on commence à comprendre les mécanismes réels moléculaires de la vie et on voit, grâce aux travaux célèbres et en particulier les prix Nobel de cette année qui ont décortiqué la façon dont les molécules sont synthétisées dans la cellule et exportées vers l'extérieur, et en particulier au niveau des synapses, c'est-à-dire entre deux neurones, et il mérite bien le prix Nobel. Et on s'aperçoit que c'est quelque chose de formidable, mais que nous avons encore une énorme quantité de choses à découvrir. De choses à découvrir. Et si bien que pour un chercheur, eh bien le mot qui convient, c'est l'enthousiasme, parce qu'on peut effectivement espérer lire demain et après-demain des nouvelles réalisations qui sont vraiment renversantes. Alors avec l'enthousiasme, Michel Monsigny, vous êtes comblé par la présence de Dieu, puisque c'est bien l'origine du mot. Merci beaucoup et merci à Frédéric qui est à la technique.
Merci.